Bonjour, je m'appelle Jean-Benoît Gambé et j'ai comme mission de développer une finance au service de la nature et de l'homme. La nature produit des éléments et des services essentiels aux êtres humains. Notre survie en dépend. Pourtant, l'activité humaine menace la biodiversité. Nous avons besoin d'une action mondiale pour infléchir la courbe de la destruction de la nature, protéger notre capital naturel et assurer l'avenir de l'humanité. Je suis convaincu que le secteur financier peut avoir un impact positif pour aider à protéger, préserver, conserver et à restaurer la nature dans l'intérêt de la société tout entière. Dans ce podcast, j'invite des femmes et des hommes qui se battent quotidiennement pour changer les choses et qui mettent la préservation de l'environnement au cœur de leurs décisions d'investissement ou au cœur de leur mission. Aujourd'hui, je reçois Tiffaine Leménager. Tiffaine est en charge des thématiques de biodiversité à l'Agence française de développement. L'Agence française de développement investit chaque année 500 millions d'euros dans la biodiversité et Tiffaine y participe activement. Comme elle le dit, elle essaie de changer les choses de l'intérieur. Elle fait pression, elle sème des graines, elle se bat pour que la nature, l'environnement et la biodiversité deviennent une thématique importante pour la société en général et pour l'Agence française de développement en particulier. Pendant cette discussion, Tiffaine nous explique le fonctionnement de l'AFD, son budget, ses missions, et elle nous donne des exemples concrets d'investissements qu'elle a réalisés. Vous allez vite le remarquer, Tiffaine est là pour avoir de l'impact. Tiffaine gagne des batailles et en écoutant ce podcast jusqu'au bout, vous découvrirez ses stratégies qui lui permettent d'arriver à ses fins. Vous passerez, j'en suis sûr, un excellent moment avec cette femme de conviction dynamique, surprenante et hors du commun. Excellente écoute. Bonjour Tiffaine, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Merci Jean-Benoît. Merci pour cette invitation et ce petit temps d'échange qu'on va avoir. Donc, je m'appelle Tiffaine Leménager. Je travaille à l'Agence française de développement depuis 12 ans. J'ai 42 ans et je suis impliquée sur les questions de prise en charge de la biodiversité depuis plus d'une vingtaine d'années. Je suis ingénieure agronome et après mon diplôme d'ingénieur agronome, j'étais un peu frustrée d'avoir à la fois pas fait suffisamment de terrain et surtout pas fait suffisamment d'environnement. Donc je suis partie un an au Brésil faire un petit peu de terrain, planter des bananes dans le nord-est. Et ensuite, j'ai eu envie de continuer à poser des grilles de lecture et j'ai fait un doctorat au sein d'EDF pour comprendre un peu quel était le rôle des entreprises vis-à-vis des problèmes d'environnement. Et suite à ça, j'ai eu envie au contraire de repartir dans les opérations. Et c'est là que j'ai intégré l'Agence française de développement qui me permettait à la fois de travailler sur les thématiques de biodiversité et sur les thématiques de développement, qui étaient un peu mes deux sujets de cœur. Et par ailleurs, quand on me demande de me présenter, il y a un petit peu ce processus-là qui est de se présenter formellement, mais j'aime bien maintenant ajouter le fait que mon totem est la panthère ailée. Je pense qu'on a besoin de se connecter aussi de temps en temps à des figures qui sont peut-être plus spirituelles, mais qui disent beaucoup de chacun d'entre nous. Et alors, qu'est-ce que c'est la panthère La panthère ailée, c'est une panthère ailée. Voilà, c'est un animal qui m'est apparu et auquel je m'associe, qui dit beaucoup de mon parcours, qui dit beaucoup de mes ambitions. Je pense qu'il n'y a pas besoin de décrire plus que ça, mais voilà, peut-être que c'est plus parlant que ce que je viens de vous dire sur toutes ces années passées à cheminer via les parcours plus classiques, on va dire. Et alors, c'est intéressant, comment tu lis la panthère ailée avec le parcours que tu viens de nous décrire ? Ah ouais, bonne question. La panthère, je pense c'est un animal qui va à la fois doucement, on l'imagine marcher très doucement dans la jungle, et en même temps, il peut aller très vite. Donc il y a un petit peu cette double capacité à chercher, à regarder, à observer, et en même temps, quand il faut aller vite, elle va vite. Et les ailes, pourquoi les ailes ? J'imagine que les ailes, c'est toujours cette ambition d'aller plus haut, d'aller plus loin. On est sur des thématiques qui sont compliquées et par ailleurs, notre quotidien est complexe. Et les ailes, elles permettent, je pense, de donner un peu de légèreté à tout ça. Dans la complexité, dans la difficulté, elles donnent de la légèreté. Et par rapport à ton ambition ? Et par rapport à mon ambition, je pense que la panthère, c'est un animal sauvage, c'est un animal qui attaque, c'est un animal qui est en voie quand même de disparition. Et au contraire, les ailes, elles permettent vraiment d'aller plus loin. Moi, mon ambition, c'est de participer au changement, c'est de faire évoluer, c'est de vivre, en fait, vraiment de vivre les changements auxquels on assiste. Et donc, je pense que mon totem montre que c'est un animal un peu dynamique.
Est-ce que tu peux nous dire concrètement ce que tu fais à l'Agence française de développement ? Peut-être présenter l'AFD avant de dire ce que je fais. Donc l'AFD, c'est l'opérateur public français qui est en charge de l'aide publique au développement française. C'est un organisme qui a un statut bancaire. Donc on est une banque de développement, à savoir que notre objectif, c'est de participer au développement des pays plus vulnérables via toute une série d'outils financiers qui vont du prêt jusqu'à la subvention. Vous êtes une banque qui est détenue par l'État à 100%. Donc c'est un établissement, on a un statut qui est le même que celui d'EDF par exemple, c'est-à-dire que c'est un établissement public. En revanche, on n'est pas fonctionnaire, on a des contrats de travail de droit privé. Ce qui fait de nous un établissement public, c'est qu'on est sous tutelle de l'État. Notre directeur général est nommé par le président de la République. Les fonds, on a une dotation de l'État annuelle qui permet de payer à la fois nos salaires et notamment qui nous permet d'avoir de la subvention pour les pays dans lesquels on travaille. En revanche, la majorité de nos fonds sont des fonds que nous-mêmes nous empruntons sur les marchés internationaux, comme la plupart des banques. Avec, ce qui nous différencie d'une banque privée, c'est qu'on a la sécurité de l'État français quand on emprunte de l'argent. Donc, ça nous donne une garantie qui fait qu'on peut emprunter de l'argent à plus bas taux par rapport à d'autres acteurs. Parce qu'on sécurise le fait qu'on va rembourser ces prêts. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est à la fois sous tutelle de l'État, donc avec une gouvernance publique, et qu'en même temps, nos fonds sont des fonds privés puisqu'on les emprunte auprès d'acteurs divers des marchés internationaux. Et en fait, notre activité a quand même explosé ces dernières années. Aujourd'hui, l'AFD, c'est une banque qui engage à peu près 14 milliards d'euros par an, ce qui est beaucoup plus important que ce qu'on faisait il y a une dizaine d'années. Quand tu dis 14 milliards d'engagés, c'est ces 14 milliards qui sont investis au total par l'AFD, ou ce sont 14 millions qui sont investis tous les ans ? 14 milliards qui sont signés, c'est-à-dire qu'on octroie 14 milliards d'euros, l'année dernière en tout cas, 14 milliards d'euros, c'est des conventions qui sont signées. Après, il y a tout un cycle de décaissement et de remboursement. Les investissements de l'AFD sont principalement à l'étranger, ou il y a aussi beaucoup d'investissements faits en France ? Oui, tu as raison de souligner ça. Donc nous, on travaille que dans les pays en voie de développement. On n'a aucune activité en France, hormis, je devrais pas dire ça du tout, excuse-moi. On a quand même une activité dans les Outre-mer, qui est une activité, je dis pas du tout parce que c'est encore une autre forme d'activité, une autre forme d'outils financiers qu'on mobilise. Mais on est très présent dans les Outre-mer, pas en France métropolitaine, et ensuite dans toute une série de pays, majoritairement en Afrique, mais aussi en Asie et depuis quelques années en Amérique latine avec des mandats croissants et qui sont pas les mêmes évidemment que quand on travaille au Tchad ou au Niger. Une des verticales de l'AFD, c'est la défense de la biodiversité ou c'est la défense de l'environnement ? Alors si on revient à la thématique d'environnement, donc l'AFD, si on veut simplifier, il y a une grosse partie de l'AFD, c'est de la finance, et ensuite il y a une grosse partie de l'AFD, c'est de l'accompagnement technique. L'accompagnement technique, on travaille dans tous les secteurs, on va dire, un petit peu opérationnels de nos sociétés, depuis la santé, l'éducation, l'agriculture, les grandes infrastructures, le développement urbain. Et on a une thématique environnementale qui s'est petit à petit dégagée. C'était pas du tout le cœur de métier de l'AFD initialement. Et c'est depuis une dizaine d'années que vraiment l'environnement s'est imposé à nous, finalement, aux développeurs, parce qu'ils ont vu sur le terrain la limite des modèles qu'on mettait en place. Comment vous sélectionnez les projets dans lesquels vous investissez ou dans lesquels vous prêtez de l'argent ? C'est généralement, on est censé être à l'écoute et répondre à la demande de nos partenaires. Donc on travaille dans plus d'une centaine de pays. On a des représentations dans plus de 60 pays avec des agences, des collègues qui sont sur place et qui, eux, entretiennent un dialogue très actif avec les différents partenaires du pays, qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs. Et généralement, dans ce dialogue, émergent des priorités d'appui qui se déclinent après par secteur avec des demandes, que ce soit sous forme de prêts ou de subventions. Il y a toute une cartographie des pays, des stratégies opérationnelles et des outils financiers qu'on peut mobiliser en fonction de la situation économique d'un pays donné, en fonction des appuis qu'elle obtient par ailleurs et des enjeux de développement qui sont propres à chaque pays.
Est-ce que vous vous appuyez sur les objectifs de développement durable de l'ONU, par exemple, pour faire votre cartographie ? Oui, les ODD c'est la feuille de route de tous les acteurs du développement. On participe à leur définition et on participe à leur mise en œuvre, à leur suivi. On fait du reporting sur tous sur les ODD. Donc, en fonction d'un pays, il y a potentiellement un pays qui va avoir besoin plus d'aide au niveau alimentaire, un autre plus au niveau de la santé. Et donc, en fonction du pays et du développement, vous allez appuyer sur un objectif ou un autre. C'est un croisement entre vraiment la demande et les besoins d'un pays donné et à la fois une réflexion sur ce que l'AFD et la France, parce que derrière l'AFD c'est vraiment la France, qu'est-ce qu'on peut nous apporter comme plus-value en fonction parfois de nous-mêmes, nos spécificités, nos capacités et nos volontés. D'où le mandat environnemental qui s'est aussi renforcé ces dernières années, qui est aussi un choix de la France et de l'AFD vis-à-vis de nos partenaires. J'ai voulu entrer à l'AFD parce qu'il y avait une demande d'environnementalistes. Il y avait un besoin justement d'ouvrir des nouvelles compétences, d'avoir de nouvelles compétences en interne. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup concrètement ce que c'est qu'un projet environnemental pour l'AFD ? Voilà, maintenant que je vous ai un petit peu présenté maintenant que je t'ai expliqué un peu ce qu'était l'AFD, ce que moi je fais, donc moi je fais partie des équipes techniques, c'est-à-dire les équipes qui essayent de faire émerger et de construire des projets avec nos partenaires. Je suis dans la division qui est en charge des thématiques agriculture et biodiversité. Et donc moi, très concrètement, j'instruis, je définis et je suis des projets avec nos partenaires qui ont pour objectif d'améliorer la qualité de la biodiversité. Une fois que tu as dit ça, je vais avoir dans mon portefeuille des projets qui sont... Je vais te donner des exemples, je pense que c'est ce qu'il y a de plus parlant. Par exemple, au Mexique, on prête 80 millions d'euros à l'État mexicain, ce qui nous permet de les accompagner dans la définition de leur politique publique de connectivité écologique. Ce qui fait que sur les territoires, on a une circulation des espèces et que les écosystèmes sont plus fonctionnels et donc soutiennent une économie plus durable. Là, on est au niveau de la politique publique, c'est-à-dire la loi. Qu'est-ce qu'il faut changer au niveau de la loi ? Comment est-ce que les institutions doivent se mettre en place pour appliquer la loi ? On n'est pas dans des investissements directs. On va acheter une voiture pour protéger, pour que des gardes protègent un parc. On n'est pas du tout là-dessus. Et donc ça, 80 millions d'euros. Et dans mon portefeuille, j'ai des projets de 1 million d'euros pour appuyer la culture du cacao bio dans les Andes, dans 3 pays. 1 million d'euros, là, on va aller chercher à travailler avec des petits opérateurs pour que l'agriculture biologique se développe. Donc si on prend un petit peu plus en détail ce projet de 80 millions d'euros prêté à l'État mexicain, qu'est-ce que c'est le contrat ? Parce que si vous prêtez directement à l'État, après eux, ils peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent des 80 millions, mais en échange, vous leur dites, mais nous, on veut participer à la transition environnementale du pays. On veut par exemple avoir 3 experts qui vous accompagnent sur telle ou telle thématique, c'est ça ou pas du tout ? Alors, dans nos prêts, on va avoir pour simplifier, deux types de prêts. Des prêts qu'on dit de politique publique, c'est-à-dire et qui sont non affectés, c'est-à-dire que l'argent qu'on prête dans un pays comme le Mexique, qui est quand même un pays plus dynamique d'un point de vue économique que des pays africains, là, le prêt qu'on fait quelque part vient alimenter leur budget national. On ne suit pas ce que fait chaque euro. On participe à leur budget national et eux l'intègrent dans l'utilisation de leurs fonds. En revanche, c'est conditionné au fait qu'on mette en place un outil d'amélioration des politiques publiques. Donc en fait, on met en place vraiment des axes d'amélioration. On analyse la politique publique en lien avec le sujet donné, là, la connectivité. On définit des axes d'amélioration avec vraiment chaque année des choses qui doivent avancer, se modifier, et on est dans un dialogue, c'est-à-dire qu'on travaille pendant 5 ans à petit définir une politique publique qui va être plus efficiente, plus efficace pour les questions de biodiversité. Donc là-dessus, au départ, quand vous faites votre prêt, vous déterminez un petit peu des objectifs sur 5 ans, et au bout des 5 ans, vous pourrez dire si effectivement l'État mexicain a rempli ses objectifs ou pas, sachant que je suppose, pour l'État mexicain, eux, ils vont être intéressés par suivre ces objectifs parce que vous allez leur reprêter 80 millions potentiellement dans 5 ans et ça va participer à leur budget pour les 5 prochaines années.
Oui, exactement. Il y a vraiment, moi j'aime beaucoup cet outil qui est par ailleurs critiqué parce qu'effectivement certains disent mais on prête 80 millions d'euros, on ne sait pas ce qui se passe avec cet argent, est-ce que vraiment on participe à un changement? Bon, quelque part c'est un prêt qu'on fait nous-mêmes, on gagne de l'argent sur ce type de prêt parce qu'on est remboursé et on met des taux d'intérêt qui sont plus élevés évidemment que quand on prête de l'argent à un pays qui est économiquement moins dynamique. Et par ailleurs, effectivement, il y a une relation de confiance qui se crée. Là, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille avec le Mexique sur les enjeux de biodiversité. Il y a une relation qui se crée à tous les niveaux institutionnels du pays. Et c'est, je pense, dans cette relation de long terme qu'on arrive petit à petit à essayer d'infléchir des cadres. On les accompagne, c'est-à-dire que moi, j'apprends autant que ce que je leur apporte. On a nos équipes mexicaines à Mexico, de la même manière. On est dans un dialogue. Nous, on essaye d'apporter des choses qu'on fait déjà en France et en Europe. On essaye de venir les appuyer, eux, dans leur rapport de force au sein même de leur structure. Et eux utilisent ces objectifs et ces matrices pour stimuler des actions sur le terrain ou au niveau national. Et donc, tu peux nous donner un exemple, par exemple, d'objectifs que vous avez donnés au Mexique en termes de biodiversité ? Par exemple, sur l'ancien prêt qui était plus sur les aires protégées, nous, ce qu'on leur a proposé, c'est de venir s'intéresser à notre modèle de parc naturel régional, qui est un parc qui est créé sur la base de la volonté des collectivités locales. C'est un modèle légal de parcs qui n'existaient pas au Mexique. Ils sont venus, ça leur a plu, et on les a accompagnés pour définir cette nouvelle catégorie d'aires protégées au Mexique. Et on les a accompagnés avec le FEFEM, qui est le Fonds français pour l'environnement mondial, un outil indépendant mais qui travaille beaucoup avec l'AFD. On les a aidés à faire des pilotes au Mexique sur cette catégorie d'aires protégées. Donc ça, c'est un exemple. Aujourd'hui, sur la connectivité écologique, de la même manière, on est en train de revoir les différentes catégories de foncier au Mexique qui permettent de préserver certains territoires plus que d'autres, de laisser l'activité économique se développer dans certains endroits, mais pas d'autres. On est en train vraiment de faire toute cette analyse des outils légaux pour voir ce qui manque, ce qu'il y aurait besoin de développer, ce qui ne fonctionne pas. Et on les accompagne c'est vraiment de la politique publique. On regarde les outils disponibles ou à développer au niveau légal. D'accord, donc ça c'était un des premiers exemples de prêts que l'AFD peut faire pour aider la biodiversité dans le monde, c'est de prêter à des États contre finalement des objectifs qu'ils doivent remplir. Voilà, on cherche à jouer sur le cadre un peu global via un prêt de politique publique. Un autre exemple qui je pense montre bien la complémentarité. Là, moi, j'ai un de mes partenaires vraiment favoris, s'appelle le CEPF. En français, c'est le Fonds de partenariat pour les écosystèmes critiques. C'est un programme qui est hébergé au sein d'une ONG internationale qui s'appelle Conservation Internationale. Et ce programme, son objectif, c'est de conserver la biodiversité dans les hotspots de biodiversité, qui sont des zones où la biodiversité est très importante, mais en même temps très menacée, et où généralement on retrouve les populations les plus vulnérables. Et eux, leur leitmotiv, c'est de dire, pour y arriver, on a besoin de la société civile, on a besoin d'avoir des ONG sur le terrain. On ne pourra changer les choses que s'il y a des ONG locales sur le terrain qui participent à l'action. Et eux, du coup, ce fonds qui est basé à Washington, avec une équipe de 20 personnes, ils se sont organisés pour pouvoir, au final, donner des subventions de 20 000 euros à des toutes petites ONG sur le terrain, pour que petit à petit, le tissu des ONG sur les enjeux environnementaux se renforce. Et nous, AFD, on peut pas faire ça. Nous, on peut pas donner 20 000 euros à une entité. C'est beaucoup trop coûteux pour nous en termes de frais et puis de suivi, ça n'aurait pas de sens. En revanche, que nous, on puisse donner, en l'occurrence, on a donné 14 millions d'euros à AFD à ce fonds sur 5 ans. On a récupéré une délégation de l'Union européenne de 13 millions qu'on a rétrocédé au CEPF et on vient d'obtenir 40 millions du fonds vert qu'on a aussi rétrocédé au CEPF. Donc nous, quelque part, là, le rôle, c'est on met de l'argent dans des partenariats de ce type qui sont capables, eux, d'aller financer une toute petite ONG qui, elle,
va faire soit de la gestion durable, du suivi écologique, de la gestion d'aires protégées dans des zones d'importance pour la biodiversité. Donc rien à voir avec... Et là, on est vraiment dans le micro. Voilà. Ouais. Et comment vous récupérez du coup les 14 millions s'ils sont donnés par tranche de 20 000 euros à des ONG locales? C'est des prêts en fait, encore une fois? Alors là, c'est la subvention. On a à l'AFD, sur les 14 milliards d'euros par exemple, qu'on a engagés l'année dernière, il y a 2,5 milliards de subventions qui là nous viennent de l'État. C'est vraiment une dotation de l'État français. Et le reste, c'est du prêt. Et cet argent-là, évidemment, c'est très peu par rapport à ce qu'on voudrait faire. Tous les secteurs ont besoin d'avoir de la subvention. Donc, il y a aussi un petit peu une guerre interne au sein de l'AFD pour savoir où va aller cet argent, dans quel pays, sur quelle thématique. Il y a des pays qui ne peuvent pas s'endetter parce qu'ils n'ont plus le droit de s'endetter, qui sont trop endettés. C'est un vrai sujet. Il y a des pays où on peut faire que de la subvention. Et la biodiversité est un sujet où on peut faire du prêt ou de la subvention. Tu peux nous donner encore un exemple? Tout à l'heure, tu nous avais parlé du cacao d'un prêt de 1 million. Peut-être un autre exemple, puisque quand on parle de biodiversité, un des outils, on reviendra à la philosophie qui porte pourquoi tel ou tel projet. Un des outils les plus importants pour conserver la biodiversité, c'est les aires protégées. Et donc nous, on accompagne autant que possible le financement des aires protégées dans des zones où on sait que ces aires protégées ont un rôle majeur pour le développement des populations locales, de plus en plus pour des enjeux de sécurité, notamment en Afrique, et parce qu'il y a des enjeux environnementaux et souvent avec des synergies climatiques réelles. Donc moi, j'ai un exemple là. On appuie une ONG qui s'appelle Noé Conservation, qui est une ONG française, à qui certains États proposent de confier la gestion de leurs aires protégées. Et donc, on accompagne là encore avec l'Union européenne. Moi, je pense que sur la biodiversité, il faut qu'on soit de plus en plus en partenariat financier entre grands acteurs. Et là, on accompagne, par exemple, la gestion de la réserve de termites au Niger. Donc là, c'est 2 millions d'euros à peu près par an de subventions pour qu'une aire protégée joue son rôle, soit protégée, avec un suivi écologique réel et en même temps un travail avec les populations locales pour qu'il y ait moins de pression et plus de revenus et de bénéfices pour les locaux. Souvent, ce qu'on reproche un petit peu, ou ce qu'on peut reprocher à toute la finance environnementale, c'est de trouver finalement un business model et que finalement ça soit entre guillemets rentable d'investir dans le capital naturel ou dans la biodiversité. Donc, à part prêter à un État qui vous rembourse, qu'est-ce que vous avez comme autre outil ou autre projet qui génère des intérêts? Alors, qui génère des intérêts, il y a deux choses. Soit ça génère des intérêts qui permettent de rembourser un prêt, soit, et c'est aussi nous, puisque pourquoi l'AFD existe, c'est parce que les pays développés, entre guillemets, ont pris des engagements d'aide publique au développement. On a quelque part une obligation morale de faire de l'aide au développement. Et l'aide au développement se comptabilise d'une certaine manière, ce qui nous amène à faire du prêt ou de la subvention avec certains critères financiers. C'est la technique de l'aide publique au développement, c'est assez précis. Normalement, je crois que c'est 0,6% de notre PIB devrait être investi en APD. Et pour que ce soit APD, ça dépend des pays. Enfin voilà, il y a des règles, tout n'est pas APD. Pourquoi je dis ça, c'est que cette notion de rentabilité, c'est un peu comme j'aime bien parce qu'on nous dit souvent ça, mais votre truc c'est pas rentable, votre business plan c'est pas rentable. Est-ce que l'école est rentable? Est-ce qu'un hôpital est rentable? On prête de l'argent pour construire des hôpitaux dans certains pays. On prête de l'argent pour participer à l'amélioration des systèmes scolaires dans les pays en voie de développement. Quand on prête de l'argent ou qu'on donne de l'argent sur les enjeux de biodiversité, c'est qu'on sait qu'il y a un retour économique à moyen long terme, peut-être pas directement pour l'AFD, mais en tout cas pour les pays dans lesquels on investit. Donc voilà, la rentabilité dont tu parles, est-ce que c'est la rentabilité pour nous, AFD, opérateurs financiers, tu as raison, c'est important, ou est-ce que c'est la rentabilité pour ceux qui bénéficient d'un prêt, type le Mexique, il y en a d'autres, on prête de l'argent aux Chinois pour qu'ils investissent dans leurs aires protégées, on prête de l'argent au gouvernement kényan, de la même manière pour que eux investissent dans leurs aires protégées, eux ils ont le business model du tourisme derrière. Donc on a des acteurs qui s'endettent
et qui nous remboursent parce qu'ils ont une rentabilité plus ou moins directe. Et ensuite, il y a des subventions que nous, on octroie parce qu'on démontre qu'il y a une rentabilité au final pour les acteurs. Pourquoi est-ce que c'est important là qu'on discute tous les deux ensemble sur ces sujets-là ? C'est que si tu regardes les budgets nationaux des pays en voie de développement qui sont dédiés à la biodiversité, 80 ou 90% de ces budgets viennent de l'aide publique au développement. Donc une grande partie de l'argent utilisé par les gouvernements des pays pauvres, je simplifie avec ces termes, viennent de l'aide publique au développement. Je pense qu'il faut bien avoir ça en tête. Mais si je reprends ce que tu disais tout à l'heure, sur les 14 milliards engagés, il y en avait 2 milliards qui étaient des... 2,5 milliards qui sont de la subvention. Et nous, sur le sujet biodiversité, cette année, on a 500 millions d'euros. Sur les 14 milliards d'euros, il y en a 500 millions qu'on dit être pro-biodiversité. D'accord. Et ces 500 millions, c'est de la subvention ou c'est des... Les deux. On a les deux. Ça a beaucoup augmenté ces dernières années. Il y a encore pas très longtemps, on était à 150 millions d'euros, à la fois prêts et subventions. C'est le total de ce qu'on a, nous, engagé en faveur de la biodiversité. Donc, je peux t'expliquer. Donc, c'est moins. Il faut bien comprendre que c'est entre 2 et 5% maximum de l'activité de l'AFD. Donc, ça reste une thématique très minoritaire. C'est-à-dire que l'ensemble... Qu'est-ce que fait l'AFD pour la biodiversité ? Une partie de nos fonds, c'est pour soutenir la conservation de la biodiversité. Le reste, c'est plutôt de l'investissement qui va dans des secteurs relativement néfastes à la biodiversité. Donc nous, on est vraiment dans un jeu un peu de schizophrénie, c'est-à-dire qu'on sait que c'est ultra important. Et notre philosophie et notre chemin d'action, quel est-il ? C'est on finance des actions qui directement essaye d'améliorer la biodiversité. Et sur le reste, on essaye de mettre en place des outils qui vont faire en sorte qu'on impacte le moins possible, voire même que les secteurs, entre guillemets, néfastes, je pense à l'énergie, aux grandes infrastructures, aux routes, au secteur privé, à l'agriculture, évidemment, on essaye de faire en sorte que ces secteurs eux-mêmes se mettent dans des dynamiques de transition. Donc c'est quelque part presque plus important de regarder. Et moi, je suis sur la partie biodiversité. Moi, j'œuvre pour faire émerger de plus en plus de projets pro-biodiversité, parce qu'on pourrait en faire beaucoup plus. Et en parallèle, j'ai des collègues qui passent, eux, leur temps à essayer de réduire les impacts du reste de notre portefeuille. Quand on fait une opération ou un projet, il est dans un secteur donné, et donc il va toucher directement le secteur visé. Donc, si on fait un prêt au Kenya d'un peu moins de 10 millions d'euros pour accompagner le financement d'aires protégées, là, ça va être un décaissement en peut-être 2 tranches, soumises à conditions, en fonction des résultats, du suivi, de l'évaluation de ce qui se fait, et remboursé après sur un échéancier défini avec le partenaire. Ça, c'est du prêt. La subvention, de la même manière, qu'on fasse une subvention à un État ou à un acteur privé, que ce soit une ONG ou autre, à ce moment-là, on va, de la même manière, en fonction de l'acteur, couper la subvention en plusieurs tranches, qu'on va décaisser petit à petit, en fonction des résultats, du suivi, plus évidemment tous les contrôles financiers, administratifs. On est soumis, on est une banque, on est soumis à énormément de règles de suivi que tu connais bien, que ce soit la lutte contre le blanchissement de l'argent, la lutte contre le terrorisme, la bonne utilisation des fonds, c'est des fonds publics, donc il y a énormément de travail aussi là-dessus. Ce que je pense qu'il est important de retenir, en tout cas sur la biodiversité vis-à-vis de ce que je te dis et de notre place en tant qu'acteur, c'est ce qui se fait en matière de biodiversité dans les pays du Sud et des pays en voie de développement, c'est majoritairement, en tout cas pour les budgets nationaux, c'est majoritairement de l'aide publique qui vient de l'extérieur. En revanche, nous, si tu regardes notre portefeuille, ce qu'on dédie à la biodiversité, c'est très très faible par rapport à l'ensemble de notre portefeuille. Donc ça montre bien qu'aujourd'hui, d'un point de vue financier, la finance publique consacrée aux enjeux de biodiversité, elle est relativement faible. Elle reste relativement faible malgré tout ce qu'on dit. Et je pense qu'on est plutôt dans une aspiration croissante, avec du coup aussi des points de vigilance par rapport à ça.
Parce que qu'est-ce que ça veut dire que financer la biodiversité ? Qu'est-ce que c'est concrètement ? Qu'est-ce que ça veut dire faire un projet biodiversité ? Par exemple, nous, à l'AFD, quand on comptabilise à la fin de l'année, on se dit qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, cette année, combien on a financé de la biodiversité, combien on a mis sur le sujet biodiversité. On va regarder les quelques projets, par exemple, d'aires protégées. Là, on dit, là, évidemment, on a financé l'amélioration de la gestion d'une aire protégée. Là, on peut dire quand même que c'est la biodiversité. Si tu regardes dans le détail, mais en fait, on a quand même financé la création d'une route dans une aire protégée pour améliorer le tourisme. Donc déjà, tu commences à pouvoir discuter sur est-ce que tu es vraiment dans de la conservation, est-ce que tu es dans du développement durable qui doit au final pérenniser une structure qui elle-même a un impact positif. Donc voilà, il y a une discussion sur le fond à avoir au-delà des volumes financiers. Parce que dans les aires protégées, le financement d'une aire protégée, ça va être aussi le financement de l'infrastructure à l'intérieur de l'aire protégée. Bien sûr. Mais il n'y a pas que ça. Là, je caricature un peu. Heureusement, il y a aussi tout ce qui accompagne la gestion d'un parc, le suivi écologique. Donc ça, on est OK. Ensuite, quand tu regardes, nous, sur les 500 millions d'euros, 70%, c'est de l'eau et de l'assainissement. Vient du secteur eau et assainissement. Parce qu'on va prendre après, pour chacun des secteurs, il y a certaines activités qu'on comptabilise plus ou moins en fonction de ce qui se passe. Par exemple, si on accompagne la gestion d'une forêt, mais plutôt dans un but d'exploitation, on va prendre tant de pourcents du projet en le comptabilisant en biodiversité parce qu'on estime qu'on fait de la gestion durable de la forêt. De la même manière pour la pêche. La pêche, c'est plutôt un secteur productif impactant sur la biodiversité. Et nous, comme on essaye au contraire d'appuyer des pratiques durables, on prend un pourcentage du financement qu'on comptabilise comme pro-biodiversité. Et quand on fait une station d'eau et d'assainissement qui coûte plusieurs dizaines de millions d'euros, là aussi, on prend un pourcentage de ce financement qu'on comptabilise en biodiversité parce que assainir de l'eau, on estime que ça a un impact positif sur les écosystèmes. Mais tout ça est discutable. Tout ça, moi, j'encourage toujours on regarde les volumes. C'est important que les volumes augmentent. Et pour les acteurs financiers, l'indicateur financier, il est important en termes de volume, mais il ne faut jamais lâcher le discours qualitatif qui va avec. Donc là, tu nous expliques un petit peu comment vous arrivez à déterminer les montants investis dans la thématique biodiversité. Et est-ce que vous mesurez justement l'impact que vous essayez d'avoir sur cette thématique biodiversité ? Autre thématique passionnante, comment on mesure l'impact sur la biodiversité. Là, il y a des hordes de chercheurs qui travaillent à définir des indicateurs de biodiversité. C'est loin d'être simple. La biodiversité en tant que telle, c'est déjà un objet complexe. Comment mesurer les relations entre un niveau génétique, espèce, écosystème qui est... La biodiversité, c'est ça, c'est la diversité des relations entre les entités vivantes et au sein des mêmes entités. Donc, l'objet en lui-même n'est pas simple, et donc on a des indicateurs qui sont simplifiés, qui nous permettent, nous, de suivre. Celui qu'on utilise le plus, c'est le nombre d'hectares qu'on a participé à protéger ou restaurer, ou qu'on a participé à gérer durablement. C'est un indicateur de surface et un mode de gestion. Je pense que c'est un indicateur qui est assez révélateur, c'est-à-dire qu'on parle de territoire qui est loin d'être suffisant. Et après, dans chacun des projets, on va avoir des indicateurs plus spécifiques, mais qu'on n'agrège pas au niveau de la structure. On ne peut pas agréger tous les indicateurs au niveau de la structure AFD. Celui qu'on arrive à agréger, parce que tous les projets peuvent le remplir, c'est cet indicateur de surface. Comment vous faites pour déterminer si tu as bien fait, entre guillemets, ton travail et tu as bien préservé la biodiversité, tu as investi dans les bons projets ou si tu t'es trompé finalement? Là, on revient à la philosophie. Qu'est-ce qui sous-tend la conservation de la biodiversité? Je t'en avais un petit peu parlé. Moi, je pense que les trois... Qu'est-ce qu'on peut prendre comme boussole pour avoir l'impression qu'on va dans le bon sens? Je pense qu'il y a les enjeux de protection. Donc, combien de projets on finance en termes de protection?
Là, c'est vraiment les aires protégées ou les fonds. Il y a des fonds internationaux qui eux-mêmes sont utilisés pour gérer les aires protégées. Donc, on peut le faire en direct ou via des fonds, ce qu'on appelle les fonds fiduciaires pour la biodiversité. Ensuite, on a les enjeux de restauration. Est-ce qu'on a des projets qui concrètement facilitent la restauration ou la recréation de la nature ? Je crois qu'il faut bien comprendre que pendant longtemps, les aires protégées, c'était une manière de préserver certains écosystèmes dits emblématiques, aux côtés de territoires qu'on était prêt à utiliser de manière un peu plus dynamique pour la vie économique. Aujourd'hui, c'est terminé ça. On est dans un monde où les aires protégées sont les dernières poches de biodiversité qui existent. Donc celles-là, il ne faut pas les lâcher. Il faut essayer on essaye d'augmenter ces poches. Et c'est difficile, hein. Il y a beaucoup de parcs qui sont des parcs absolument pas gérés. Donc il y a un vrai enjeu autour de la protection. Mais par ailleurs, contrairement à ce qui se passait il y a 20, 30, 40 ans, aujourd'hui, on a besoin de recréer de la nature. C'est New York qui décide de recréer de la nature pour avoir moins de coûts de dépollution de son eau. On doit recréer des milieux parce qu'on a perdu des fonctions écologiques telles que le coût pour la société est vraiment énorme. Donc il y a cet enjeu de recréation. Donc dans quelle mesure l'AFD participe à la recréation ? Moi, je pense que là, on est encore assez mauvais. Et ensuite, il y a tous les enjeux de comment est-ce qu'on accompagne les transitions des secteurs impactants. Et ça, pour nous, c'est un nouveau sujet. On a des nouveaux collègues qui travaillent là-dessus. Comment est-ce qu'on va engager le secteur énergétique à aller vers des modes plus écologiques? Comment est-ce qu'on va engager les gens qui travaillent sur le développement urbain, sur les villes, à penser la ville de manière plus écologique? Donc je pense que d'essayer de voir, nous, c'est ce qu'on regarde, tu vois. On regarde, non, mais cette année, on a fait un projet d'air protégé, on a fait 10 projets d'eau et d'assainissement. On n'est pas bon. Il faut on se fixe des seuils, et on le fait de plus en plus. On a des objectifs par catégorie de projet. Ça, c'est un indicateur. Et le deuxième indicateur, et je pense que c'est important qu'on parle de ça, quand on parle de biodiversité, souvent les gens parlent de thèmes. On parle de forêt, de gestion de la forêt, de gestion de la pêche, des aires protégées. Mais ce qui est ultra important, c'est quels sont les acteurs qu'on mobilise. Parce que tous les acteurs, enfin, finalement, quand tu as un problème d'environnement, et tu me coupes si c'est pas clair ou si on dévie, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est trop peu dit, à savoir que plus que ce qu'on fait, c'est qui le fait. Un problème d'environnement, il émerge quand ? Il émerge quand tout d'un coup, il y a un acteur qui impacte trop la biodiversité, son secteur, son action, impacte la biodiversité, engendre une dégradation. Et en face, tu as un acteur d'environnement qui résiste, qui râle, qui essaye de modifier la donne. C'est quand tu vas avoir ce jeu de confrontation entre des visions du monde différents que peut-être une solution propice à la prise en charge de la biodiversité va émerger. Tu peux nous donner un exemple ? Donc, si tu as dans un pays, si tu as un ministère de l'environnement qui est totalement corrompu, qui n'a pas de moyens et dans lequel personne ne veut aller aider, tu peux être sûr que ton ministère de l'énergie en face ou ton ministère de l'infrastructure, il va pas s'amuser à prendre en charge les questions de biodiversité parce que pour lui c'est trop dur. Il a déjà tellement d'enjeux pour faire en sorte que les gens aient de l'électricité ou pour faire en sorte que le ministère de l'Agriculture pour que les gens mangent et que l'agriculture se développe. Il a déjà tellement d'enjeux dans son propre secteur que d'aller prendre en charge les questions d'environnement, si t'as pas quelqu'un en face qui résiste, qui te met des normes, qui contrôle, on a besoin de ce jeu de pression-réaction. De la même manière que nous, l'AFD, pourquoi est-ce qu'on fait de la biodiversité ? On le fait aussi parce que d'autres font pression sur nous. D'autres de l'extérieur ou des gens comme moi à l'intérieur de la structure essayent de faire plus. Dans le secteur de l'agriculture, si tu vas que aider ceux qui font de l'élevage intensif, si tu vas pas aider l'équipe qui porte l'agriculture biologique,
Tu vas pas jouer pour que le secteur évolue. Donc moi, je pense que cette grille de lecture sur les acteurs, elle est hyper importante. Trouver sur le terrain les acteurs qui portent les enjeux d'environnement. Et moi, je fais beaucoup de formations, notamment pour mes collègues. Et je leur dis, avant de décider si vous voulez travailler sur la pêche ou la forêt, commencez déjà par savoir qui fait quoi. Quels sont les acteurs qui, dans votre pays, vraiment ont envie de faire changer les choses. Et ça, tu le croises après avec des enjeux thématiques, des enjeux de territoire. Ce que tu dis, c'est que justement, du coup, il faut aider ceux qui essaient de changer. Il faut identifier ces gens-là et il faut les aider. Et souvent, ils sont faibles. Donc, pour une banque, c'est pas facile. Quand on fait un prêt, on préfère faire un prêt à un acteur, que ce soit une collectivité locale, que ce soit le gouvernement central, qu'on prête de l'argent ou qu'on donne de l'argent à une ONG. Nous, on est rassurés d'avoir un acteur un peu fort. Parce que l'argent va être bien utilisé par la collectivité locale ou par le ministère de l'énergie, qui est un ministère fort. Mais tout d'un coup, là, sur les questions de biodiversité, on a des acteurs faibles. Donc ça demande c'est une prise de risque pour une banque. On prête de l'argent et on va essayer d'appuyer un ministère de l'environnement qui est faible. Qu'est-ce que ça va donner? Et donc moi je dis tout le temps, oui, mais c'est nécessaire. Si on renforce pas le secteur de l'environnement, on n'y arrivera pas. C'est pas parce que on va aller jouer à la marge sur un projet donné pour qu'il réduise un peu ses impacts qu'on va bouger. C'est parce que dans les pays, il va y avoir des acteurs qui sont compétents. Qui prend un petit peu les décisions et qui insuffle? Tu disais, nous-mêmes, on a des influences à l'extérieur de l'AFD. Moi, j'essaie d'influencer à l'intérieur. Est-ce que c'est l'Union européenne qui aujourd'hui prend ces sujets très à cœur? Si aujourd'hui, la biodiversité, ça représente 3 ou 5% des actions de l'AFD, comment faire pour que ça représente 10 ou 15? Ouais, super question. Qu'est-ce qui fait... En fait, il y a 4 moteurs qui permettent à une organisation ou à une structure d'évoluer vers des enjeux plus environnementaux. Ça, c'est des choses qui ont été documentées, c'est le résultat de recherche. Tu as 4 moteurs. Le premier, c'est l'amélioration des savoirs. Parce que la connaissance s'améliore, les acteurs progressent. Ensuite, tu vas avoir la recherche de bénéfices. L'AFD, si tout d'un coup elle se rend compte qu'il y a des pays dans lesquels le fait d'être pro-biodiversité lui donne une place différenciée par rapport à d'autres, on est en concurrence, nous, avec d'autres banques. Si on se positionne sur le sujet environnemental, qu'est-ce que ça crée comme bénéfice pour la structure? Bénéfice pour les employés, bénéfice dans sa relation avec le citoyen français, bénéfice avec nos partenaires parce que certains attendent ça, vraiment. Ensuite, tu vas avoir le principe de responsabilité, qui est aussi quelque chose qui joue dans les structures. C'est-à-dire, tout d'un coup, tu vas avoir des individus, et notamment notre directeur général. Je pense que notre directeur général, quand il est arrivé, c'était pas des sujets qu'il avait trop en tête. Il y en a tellement des sujets sur le développement. Tu peux pas les avoir tous en tête. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est des sujets qu'il porte presque, j'ai pas envie de dire avec le cœur, mais c'est quelque chose qui l'engage plus. Et ça, c'est ce qu'on appelle le principe de responsabilité. Quand tout d'un coup, on a des managers dans une structure qui le font pas directement parce qu'ils recherchent un bénéfice ou parce que ils sont au courant qu'eux, mais parce qu'en fait, intrinsèquement, ils estiment qu'on a une responsabilité. Ça, c'est un des 4 moteurs. Et le dernier, c'est la pression. La pression, c'est la pression des gouvernements, la pression donc de l'Union européenne, la pression des ONG, la pression interne dans les structures, donc la pression des employés. Et on se rend compte que ce facteur de pression, c'est presque le plus important. Parce que si tu reviens au savoir, qu'est-ce qui fait que les savoirs s'améliorent sur l'environnement? La recherche en France, pendant très longtemps, a été majoritairement dédiée à l'agriculture classique et conventionnelle. Pourquoi est-ce que tout d'un coup on a commencé à faire de la recherche sur l'agriculture biologique? C'est parce que des acteurs ont fait pression pour faire évoluer les budgets. De la même manière, la recherche de bénéfices, si tu regardes précisément, c'est parce que tu as des acteurs qui font pression pour démontrer que derrière l'environnement, il y a un bénéfice. Et la responsabilité, de la même manière, tu deviens responsable et tout d'un coup une thématique te touche parce que certains acteurs portent la thématique.
Et toi, aujourd'hui, par rapport à il y a 20 ans ou par rapport à il y a 10 ans ou par rapport à il y a 5 ans, est-ce que tu vois qu'il y a une prise de conscience qui se fait réellement? Est-ce que tu es plutôt confiante sur cette thématique, ou est-ce que certaines fois tu es un petit peu démoralisée en te disant peut-être que tu apportes des super projets et là on te dit non mais t'es gentil Tiffaine, mais pas cette fois, où on a déjà fait beaucoup de choses? Moi, ce qui me touche beaucoup, c'est que sur le terrain, il y a toujours des acteurs qui sont en demande. Il y a vraiment une demande de la part des gens qui vivent dans les territoires pour que l'environnement soit pris en compte dans nos modèles de développement. Il y a vraiment un appel réel sur le terrain. En revanche, il y a une telle série d'obstacles, et y compris au sein de l'AFD, il y a des résistances telles, parce qu'on est sur un sujet qui appelle au pluralisme en termes de vision du monde. Et donc, il y a des résistances. Donc, je pense que quand on travaille sur l'environnement, il faut vraiment être un guerrier. Il ne faut pas être une panthère, forcément. Il faut être un guerrier. Il faut être une panthère ailée. Voilà. Il faut être un guerrier. Donc, pour répondre à ta question, moi, je cultive vraiment la joie de travailler le domaine du vivant. Je pense que j'ai vraiment cette envie de participer. Est-ce que je suis confiante ou pas sur le résultat ? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il y a une vraie dynamique humaniste en cours. Ce qui me met en colère, c'est un peu cette vision manichéenne, je trouve, qu'on a sur l'environnement aujourd'hui. Je t'en avais un petit peu parlé, c'est-à-dire on a les sceptiques d'un côté, les gens qui pensent que l'environnement, c'est pas important. Et de l'autre côté, on a les alarmistes qui disent non, mais il faut changer de monde, il faut un nouveau monde, le monde de demain. Et moi, je suis très embêtée par ça. Et ce qui me fait un peu peur, c'est ça. C'est-à-dire que les sceptiques, ils sont présents réellement. C'est-à-dire que même les gens qui te disent qu'ils veulent faire de l'environnement vérifient vraiment que c'est leur engagement. C'est assez pervers. Et ceux qui te disent qu'ils veulent changer le monde, que le monde d'aujourd'hui ne doit être brutalement modifié, ils me font peur aussi, parce que ce qu'on voit concrètement, c'est que ça entraîne cet appel à l'urgence entraîne à la mise en œuvre de projets un peu massifs, de grande échelle. Si on veut changer dans l'urgence, ça veut dire qu'il faut mettre en place des gros projets tout d'un coup qui vont changer les choses. Et en fait, ça, pour moi, la prise en charge de l'environnement et de la biodiversité ne passera pas par des très gros projets. Très gros projets, ça veut dire très gros acteurs qui mettent en œuvre, on revient aux acteurs. Et jusqu'à présent, les grands acteurs du développement n'ont jamais réellement pris en charge la question d'environnement. Donc je vois pas pourquoi là, ils les prendraient plus. Donc moi, j'appelle et on est plusieurs. Là, je fais un petit hommage à Laurent Mermet, qui est un de mes penseurs et qui est décédé l'année dernière, qui disait « Soyons attentifs à l'amplification critique ». Aujourd'hui, ce qui peut nous aider, c'est identifions ce qui fonctionne et changeons d'échelle petit à petit, avec toujours un regard critique sur ce qui fonctionne et sur ce qui fonctionne pas. Je crois qu'il est important d'appeler ce qui est important. Et pourtant, moi, je suis vraiment quelqu'un de très engagé sur ce sujet-là. Mais j'appelle au respect du pluralisme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, encore une fois, qu'on est sur des sujets complexes, où il n'y a pas de vérité absolue, et où il y a des visions du monde qui coexistent. Et à partir du moment où il y a des visions du monde qui coexistent, il y a des gens qui ont plus ou moins intérêt à ce que l'environnement soit pris en charge. Il faut respecter, quelque part, il faut respecter et être conscient de ce pluralisme, être conscient que l'environnement et la biodiversité restent des thématiques minoritaires. C'est réel. Il y a peu de chances, vu la situation de la société aujourd'hui, qu'elles deviennent quelque chose de majoritaire, vu nos modèles de développement, vu nos modes de vie. Et moi, j'ai une voiture, et moi, j'ai un téléphone, et j'ai un ordinateur. C'est nos modes de vie réels, même si on les améliore et tout. Et donc ce pluralisme, cette reconnaissance qu'on est sur une thématique minoritaire, elle appelle à la stratégie. Elle appelle à être stratégique, à pas croire que tout le monde veut bien faire, à pas croire que bien sûr on va y arriver, mais au contraire que pour gagner une bataille, il faut être stratégique. Il faut comprendre qu'on est minoritaire dans un univers qui n'est pas porteur pour nous. C'est hyper intéressant. Les meilleurs jeux sont des jeux de stratégie. Et alors, quelle est la stratégie ? Et donc, la stratégie, c'est justement de trouver ses alliés,
de pas se tromper d'alliés, de savoir mobiliser les savoirs au bon moment, d'aller chercher les financements. Moi, dans mon quotidien, je suis ultra stratégique. Où est-ce que je vais trouver de l'argent ? Est-ce que je dois le dire à un tel ? Qu'est-ce que je mets dans... Il faut être stratégique pour que les choses s'ordonnent de manière à faire plus de biodiversité. Mais ça se fait pas, ça se fait pas en pensant que il faut que tout le monde le fasse. Parce que jamais tout le monde ne le fera. On ne sera jamais dans un contexte où tout le monde va faire de l'environnement. Il y a trop d'enjeux sous-jacents. Si l'environnement se dégrade, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a des enjeux massifs derrière. Et ça, il faut mieux accepter cette minorité, développer une stratégie que d'attendre que tout le monde fasse de l'environnement. Cet appel à ce que tout le monde fasse de l'environnement, que tout le monde change, que tout le monde soit d'accord, c'est oppressant. Même moi, ça m'oppresse. Parce que ça conduit à des discours de morale et ça met de côté la réflexion stratégique. Ça va, c'est clair ou pas ? C'est très clair, Tiffaine. Du coup, c'est ça. Il ne faut pas dire que les gens sont méchants parce qu'ils ne font pas de l'environnement. Pour moi, c'est stérile. Il vaut mieux réfléchir en se disant, moi, je veux participer à l'environnement. Donc, qu'est-ce que je fais ? Parce qu'en face de moi, il y a des gens qui n'en ont pas envie. C'est pas qu'ils sont méchants ou pas, tu vois. Et par rapport à toutes les questions climatiques qui sont très présentes dans l'actualité aujourd'hui, par rapport au Green Deal de l'Union européenne, tu es plutôt confiante sur le fait que ça va vraiment changer les choses ? Ou alors finalement, il y a 10 ans, c'était déjà c'était aussi le cas et ça n'a pas beaucoup évolué ? L'ensemble des questions dont on discute aujourd'hui, elles ont été identifiées dans les années, elles ont été identifiées dans les années 60, elles ont été ancrées dans les années 90, et on est sur les mêmes enjeux. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il faut innover dans la manière dont on travaille et dont on agit, et je pense que le vecteur climatique qui, lui, entraîne le business, et sans doute pour les questions de biodiversité, un bon vecteur de travailler les synergies climat-biodiversité. Je pense que c'est une bonne fenêtre pour nous, en tant qu'acteurs biodiversité, c'est une bonne fenêtre pour prendre plus de place dans la sphère politique et opérationnelle. Et d'ailleurs, je te disais tout à l'heure qu'on avait reçu 40 millions d'euros du fonds vert. Le Fonds vert, c'est une autre structure internationale qui a pour objectif de lutter contre les changements climatiques. Et eux, leurs fonds sont rarement dédiés aux enjeux de biodiversité. Et là, ils ont accepté, ils ont validé un projet pur et dur de biodiversité parce qu'on leur a démontré qu'on allait faire de l'adaptation au changement climatique. Donc ça, pour moi, c'est un vecteur réel pour avoir plus de fonds. Tu demandais comment on passe de 10 à... Comment est-ce qu'on passe... de 3% à 10% du portefeuille AFD biodiversité, ça va pas être avec les quelques subventions que l'État français nous donne. Il va falloir qu'on aille chercher de l'argent ailleurs. Il va falloir innover dans les partenariats financiers avec ces structures, avec l'Union européenne. Et ça, on va utiliser les synergies biodiversité-climat. En revanche, j'ai aussi peur du fait qu'on soit pas assez critique sur les actions climat. Autant les actions climat-biodiversité, elles sont possibles, il y a des synergies potentielles, mais il y a des antagonismes majeurs qui peuvent avoir lieu. Faire de la monoculture de forêt pour le climat, ça marche. C'est un désastre pour la biodiversité. Ça va engendrer la déforestation de forêts naturelles pour aller mettre en place de la monoculture, parce que c'est bon pour le climat. Il y a des effets pervers réels. Est-ce que tu vas utiliser la taxonomie biodiversité ou est-ce que tu regardes déjà ces sujets-là par rapport au projet que tu mets en place ? Donc aujourd'hui, la manière dont on regarde si un projet fait sens ou pas sur les questions de biodiversité, on a des grilles qui sont très précises et qui résonnent avec celles de l'Union européenne. Ces outils sont très importants en fait. Il faut une boîte à outils pour pouvoir avancer sur les sujets et notamment dans une structure comme l'AFD pour passer en revue les projets, essayer de comprendre si oui ou non on va dans le bon sens. Mais trop d'outils tuent aussi l'action à un moment donné. Et finalement, on peut aussi revenir à des choses basiques, c'est-à-dire qui on aide, c'est qui l'acteur à qui on va donner de l'argent, est-ce que lui, il va ou pas sur la biodiversité. Tu vois, il faut se méfier dans les outils. Parfois, la complexité des outils, c'est juste pour rassurer celui qui te donne de l'argent, mais c'est pas ça qui améliore réellement au final ton action. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu
Pourquoi tu penses que l'investissement finalement dans la biodiversité est importante ? Alors là, il y a 2 types de réponses possibles. Comme j'ai les 2 casquettes, je vais faire les deux types de réponses. J'espère que chacun pourra trouver une réponse qui lui convient. La première, c'est si je prends ma casquette d'ingénieur. Je suis ingénieur. La biodiversité, la nature, c'est le vivant. C'est-à-dire qu'on fait partie du monde vivant. On habite une planète qui est vivante. Et la biodiversité sous-tend, c'est comme les fondations. Pour moi, c'est la fondation de notre maison. Si aujourd'hui on n'a plus d'écosystème, on perd toutes les fonctionnalités qui nous permettent de vivre. Et d'ailleurs, c'est dit, tous les objectifs du développement durable reposent sur les 2 objectifs du développement durable qui sont consacrés à la biodiversité, mais c'est écrit dans le texte des ODD que la biodiversité sous-tend l'ensemble des objectifs du développement durable. On ne peut pas parler de santé et d'accès aux soins si par ailleurs les gens vivent dans un environnement qui est pollué. On ne peut pas parler d'énergie, on ne peut pas parler d'accès à l'eau. L'accès à l'eau, c'est construire des tubes pour que les gens aient de l'eau qui arrive jusqu'à leur maison. Mais si tu n'as pas d'eau à la base, tu ne pourras pas parler d'accès à l'eau. Et pour avoir de l'eau, il faut des écosystèmes fonctionnels. Il faut de la forêt qui récupère l'eau des nuages. Il faut de la terre qui permette à l'eau de circuler. L'accès à l'alimentation pour que les gens puissent se nourrir. Alors je sais, moi je suis beaucoup les innovations et aujourd'hui on va bientôt être capable de fabriquer des poulets à partir de rien. Le progrès fait que peut-être un jour on n'aura plus besoin du vivant pour vivre. Mais aujourd'hui, les gens se nourrissent. Pourquoi ? Parce que tu as du poisson, parce que tu peux cultiver de la terre, c'est-à-dire que la terre est encore productive. Si on n'a plus ça, si on n'a plus cette diversité, on peut plus manger. Donc il y a vraiment, et on parle de services écosystémiques, j'aime pas trop ce concept, mais oui, la nature nous rend service. Elle nous rend service dans nos services de base et elle nous rend service dans nos loisirs, dans nos sources d'épanouissement. Donc penser la société sans nature, si on revient au concept de nature, pour moi c'est une hérésie économique, c'est-à-dire que plus on va abîmer la nature, plus on va devoir payer pour compenser, pour dépolluer, pour produire, il va falloir mettre plus d'engrais. Pour aller avoir un poisson, comme il n'y en aura plus, il va falloir aller très profond, ça va coûter cher. Enfin, tout va devenir très cher. Alors que préserver la nature, ça coûte pas très cher. Ça coûte pas très cher de la préserver. Ce qui coûte cher, c'est de laisser certains la dégrader. Et eux, certains acteurs ont tout à fait intérêt à dégrader rapidement l'environnement. Donc certains acteurs gagnent beaucoup à la dégrader. Nous, on gagnerait beaucoup à investir un peu plus. Et donc c'est ce jeu de rapport de force qui aujourd'hui est peu équilibré. Et après, je crois que l'autre réponse, qui est plus poétique, qui est quelque part plus artistique, c'est moi je pense que profondément l'être humain, il est connecté à la nature. C'est-à-dire que le vivant, c'est une source d'émotion. Je pense, qui est unique. Il suffit de regarder un enfant jouer, mais je ne parle pas des enfants de nos pays. Un enfant qui joue quand il est petit dans l'eau, il suffit de voir un adulte qui regarde, qui est dans un environnement qui est beau, esthétiquement beau, avec des écosystèmes qui sont là. Il y a une puissance dans la nature qui, je pense, est intrinsèque à ce que nous sommes, nous, êtres humains. Et donc, on doit créer un imaginaire. Je pense qu'on doit recréer un imaginaire où la nature fait vraiment partie de nous. Et dans plein de pays, ils ont ça. Dans plein de pays, la tradition à la nature, elle est spirituelle. Et nous, quelque part, nos sociétés occidentales se sont un petit peu décalées par rapport à tout ça. D'où le concept tu vois, je suis ingénieur agronome, je suis docteur en sciences de gestion, mais je suis une panthère ailée. Tu vois, on devrait avoir un peu ce lien plus spirituel. Peut-être que là, on arriverait à faire changer les choses. Merci la panthère ailée de m'avoir accordé cette interview. C'était super intéressant. Merci Jean-Benoît, merci de ta patience et bonne suite.
Je remercie encore une fois Tiffaine Leménager d'avoir accepté cette interview et d'avoir répondu à mes questions d'une manière passionnée, sincère et poétique. Comme Tiffaine, je vous invite tous à trouver votre totem et à vous battre habilement et stratégiquement pour vos convictions. Si vous voulez m'aider à faire connaître ce podcast, vous pouvez le noter 5 étoiles. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées d'invités ou des thématiques que vous aimeriez que j'aborde. D'ici la prochaine interview, prenez soin de vous, des autres et de la nature.